Bonjour, je suis Paul Zimmermann, chercheur au centre INRIA Nancy Grand Est. Donc ça fait 20 ans que je travaille à l'INRIA. On nous a expliqué hier qu'on entrait dans une nouvelle ère portée sur la contribution du grand public. On vous a expliqué aujourd'hui que Madame Huard avait fait mieux que le député qui avait cherché des voix pendant 20 ans. Donc est-ce que Madame Huard ne peut pas faire les recherches que j'essaye de faire désespérément depuis 20 ans en quelques jours? Je crois en effet que j'attendais, je crois, cette hirondelle depuis assez longtemps. Je crois en effet, depuis le début des nouvelles technologies, qu'il y a, grâce à ces nouvelles technologies, une nouvelle fonction de l'individu. Et il me semble qu'on pourrait appeler ça un peu l'égocratie. C'est-à-dire que chaque individu pourrait avoir un degré de liberté très important et une manière de recruter ses semblables qui ne serait pas du tout de l'ordre de la démocratie participative, qui faisait qu'il y avait entre le pouvoir et le non-pouvoir des corps intermédiaires qui pouvaient peu à peu se scléroser. Et donc là, il y a une sorte de mobilité, de rapidité de l'égocratie, c'est-à-dire de l'individu, qui peut avoir des conséquences politiques inattendues, dont je ne sais pas prévoir quels seront les effets, bien sûr, mais que j'attends depuis longtemps, dans la mesure où cela nous libérerait un petit peu des aristocraties qui pèsent sur nous depuis si longtemps. Et du coup, quand je dis que je suis tombé amoureux de Madame Huard, bien entendu, je ne l'ai jamais vue, je ne sais pas qui elle est, etc. Mais je suis amoureux de cet exemple. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a là quelque chose comme une politique non encore institutionnelle, mais un peu comme ce que j'ai appelé la forêt de non-droit. Vous voyez, il se passe dans la forêt de non-droit des événements menus qui peuvent à un moment recruter. Voilà. Et recruter quoi, je ne sais pas. Mais il y a là quelque chose dans l'immédiateté, dans l'individu, qui me paraît reconnaissable et de la nature même des nouvelles technologies. Vous voyez, un peu comme les démocraties d'autrefois avaient été liées à l'invention de l'écriture ou l'invention de l'imprimerie. Là, il y a quelque chose de nouveau, d'indéniable. Voilà. Et que j'aime citer, bon, j'espère qu'il y aura d'autres cas, il y a d'autres cas, bien entendu, un peu, si vous voulez, comme beaucoup de choses concernant la guerre d'Algérie, lorsque j'étais jeune, ont été rendues possibles par le transistor. Vous voyez ? Et là, il y a quelque chose de nouveau que j'aime bien citer comme révolution culturelle concernant les nouvelles technologies, qui est rendue possible par les nouvelles technologies. D'autres questions ? Monsieur? Il y en a une là, une là. Sinon, je peux pas. Enfin, parfois, je peux parler fort. Oui. Ça m'attaque. Merci. Oui, j'ai trouvé fascinant votre... Bernard Lang, excusez-moi. Bernard Lang, je suis chercheur à Rocancourt. J'ai trouvé fascinant l'histoire de Saint-Denis, mais c'est pas mon vécu. Ça n'est pas mon vécu. Mon vécu est inverse. Je trouve que ma tête a grossi, grandi, elle fait plus de choses, mais j'ai perdu mon corps. Et moi, c'est rien, mais à côté de ça, j'en vois plein d'autres que je ne fréquente pas encore, qui, sur Internet, l'ont perdu réellement. Ils vivent dans un monde fictif où ils ont un autre corps qui est différent, qui leur permet de voler, de faire toutes sortes de choses. Quel est le rapport avec Saint-Denis? Avec le corps. Oui, c'est intéressant comme sujet. Oui, oui, je veux bien répondre à cette question. Lorsqu'arrive du nouveau, comme des nouvelles technologies, j'ai toujours l'impression qu'il y a des questions qui s'adressent réellement à la chose vraiment nouvelle et des questions qui sont des questions que j'appellerais résiduelles ou transhistoriques. La question concernant l'activité du corps
est une question qui a été posée dès l'origine de l'écriture, le savez-vous? C'est-à-dire, on disait, alors que l'homme qui parle faisait des gestes, était un homme de théâtre, et son support était le corps, je l'ai bien dit. Comme son support était le corps, tout le monde disait que la parole orale était une parole vive, une parole vivante. Et c'est ça, la thèse de Socrate. Tandis que le pauvre moine copiste penché sur son écritoire avait déjà perdu le corps. C'est-à-dire que c'est une question qui ne se pose pas seulement pour les nouvelles technologies, mais qui s'est toujours posée à l'occasion de chaque transformation du couplage dont je parle. Et ça pose une question résiduelle profonde, c'est-à-dire quel est le rapport dans l'être humain entre justement ce corps-là ou cette tête, entre la tête et le corps, entre l'âme et le corps, entre l'esprit et le vif, si vous voulez. Et cette question est intéressante, que je sache, c'est une question pérenne. Pourquoi? Parce que Madame Bovary, je prends un exemple au hasard, Madame Bovary de Flaubert, je vous jure qu'elle a fait l'amour beaucoup plus souvent dans sa tête qu'en réalité. Et je veux dire par là que nous sommes virtuels dans les trois quarts de nos actions. Que dis-je? Nous étions virtuels dans les trois quarts de nos actions bien avant les nouvelles technologies, bien avant l'imprimerie, bien avant l'écriture. Et que d'une certaine manière, le rapport âme-corps est toujours transformé dès lors qu'on transforme ce couplage-là. Voyez. Et j'ai l'impression que les moines copistes auraient pu, à votre place, me poser exactement la même question au moment de l'imprimer en disant « Voyez, ça fait maintenant des dizaines d'années que je suis en train de copier sans arrêt les textes grecs, j'ai perdu mon corps. » Voyez. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une question complètement nouvelle. C'est une question qui se pose à nous depuis que nous stockons, que nous traitons, que nous émettons et que nous recevons de l'information. Et à ce propos, cette question se pose, je prends un exemple concret, dans l'enseignement. Dans l'enseignement, tout le monde oppose aujourd'hui l'enseignement virtuel par les nouvelles technologies et le présentiel, c'est-à-dire le professeur réellement présent corporellement devant ses élèves. Et quelle est la meilleure? Et la plupart des gens disent « Ah, autrefois, il y avait le corps, alors c'était plus vivant, etc. » Et moi, je réponds je suis devenu un mathématicien à peu près convenable parce que je suis tombé amoureux de ma professeure de mathématiques. Je crois bien qu'elle me le rendait. Et c'était vraiment très bon. Mais je suis devenu un angliciste abominable parce que je haïssais mon professeur d'anglais qui me le rendait au centuple. Et du coup, le présentiel a beaucoup de vertus, mais il a aussi beaucoup de désavantages. Lorsqu'on voit qu'il y a 60% de divorces dans les couples, le présentiel... C'est ça mon problème, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, du coup, ça pose un problème en effet sur ce rapport-là. Et alors, je dis volontiers la chose suivante, c'est que, j'aime bien raconter des histoires, ça fait mieux comprendre. Un certain Ésope, dans l'Antiquité, était l'esclave cuisinier d'un roi, d'un tyran. Et le tyran lui dit « Fais-moi le meilleur plat du monde ». Et il lui a fait un plat de langue, vous connaissez ça. Et le lendemain, il lui dit « Fais-moi le pire plat possible ». Et il lui fait de nouveau un plat de langue. Et le tyran lui dit « Tu t'es foutu de moi, je te condamne aux étrivières ». « Pas du tout, dit Ésope, la langue est la meilleure et la pire des choses. Théorème particulier, la langue est la meilleure. Théorème général, toute communication est la meilleure et la pire des choses. Qu'elle soit présentielle, qu'elle soit virtuelle, qu'elle soit corporelle, n'importe quoi, toute communication est la meilleure et la pire. Parce qu'avec la langue, je peux dire je t'aime ou je te hais, mais je peux te l'envoyer par n'importe quel médium. Par conséquent, il y a là une logique à double entrée qui touche à la fois le présentiel et le virtuel et qui touche à la fois l'âme et le corps. Voilà. Et si vous avez perdu le corps, écoutez, il faut marcher 2 heures par jour.